La Rome antique est l'une des civilisations les plus emblématiques de l'histoire, mais son passé regorge de pratiques étranges qui feraient frissonner les habitants du monde moderne. Rejoignez-nous pour découvrir 20 pratiques anciennes, bizarres et répugnantes qui étaient considérées comme normales dans la Rome antique. Numéro 20. Nourrir les morts. On ne sait pas exactement ce que les archéologues espéraient trouver en fouillant les tombes romaines, mais ils ont découvert que les Romains nourrissaient leurs morts pour l'au-delà. Dans ces tombes, on trouvait de la nourriture, notamment de la viande d'animaux. Selon la législation romaine, une tombe n'était pas une véritable tombe si elle ne contenait pas une offrande animale à la déesse Cérès. Certaines personnes pensaient que cet animal devait être un cochon, et donc les archéologues s'attendaient à trouver des restes de porc lors de leurs fouilles. Mais à leur grande surprise, ils ont trouvé des ossements d'autres animaux, dont un renard, un animal que peu de gens oseraient manger. Si l'on prend en compte les paroles du poète romain Ovide, qui disait « La bonne Cérès se contente de peu, si ce peu est pur », on peut se demander ce que pur signifie pour la déesse Cérès. Parce que franchement, comment renard et pur peuvent-ils exister dans la même phrase? Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Nourrir les morts était une tradition romaine. Ils allaient même jusqu'à verser du miel, du vin et de la nourriture dans la tombe du défunt à travers un tuyau. Ce rituel visait à apaiser les âmes de ceux qui avaient peut-être été offensés de leur vivant et aussi à pourvoir aux besoins de leurs proches dans l'au-delà. Si vous trouvez cette pratique étrange, attendez de découvrir la suivante. Numéro 19. Ils buvaient la sueur des gladiateurs. Vous refusez peut-être d'embrasser ou de serrer dans vos bras un ami en sueur, mais soyez reconnaissant de ne pas être né à Rome il y a 1000 ans. À l'époque, les fans idolâtraient les gladiateurs, comme aujourd'hui on idolâtre les célébrités, et certains allaient jusqu'à acheter leur sueur. La saleté et la transpiration recueillies sur la peau des célèbres gladiateurs étaient collectées et mises en flacons, puis vendues à la sortie des arènes. Les clientes principales étaient des femmes riches, mais elles ne faisaient pas cela par simple collection. À Rome, les gladiateurs étaient des hommes, souvent des esclaves, qui combattaient pour le divertissement. Certains étaient moyens, d'autres étaient de véritables champions. Et les Romains croyaient que la sueur des gladiateurs victorieux était un puissant aphrodisiaque. Avant que les gladiateurs ne se nettoient après un combat, on utilisait un outil appelé strigile pour racler la sueur de leur corps. Plus un gladiateur était performant dans l'arène, plus sa sueur était considérée comme précieuse. Certaines femmes allaient même jusqu'à l'utiliser comme crème pour le visage, pensant que cela améliorerait leur teint. Souvent, cette sueur et cette crasse étaient mélangées à de l'huile d'olive pour obtenir une meilleure texture et incorporées dans des cosmétiques. Si l'efficacité de la sueur de gladiateur était prouvée, seriez-vous prêt à essayer? Numéro 18. Quiconque rompait son vœu pouvait être tué. Que savez-vous du vigilantisme? Peu importe votre réponse, sachez qu'à Rome, c'était encore plus extrême. Chaque homme était tenu de respecter ses serments et vœux, et ne pas le faire était un sacrilège. Ceux qui enfreignaient cette règle étaient considérés comme des exclus. Les groupes de justiciers romains avaient une règle stricte: déclarer un homme homo-sacer, c'est-à-dire un homme maudit, s'il était pris en flagrant délit de parjure. Le premier châtiment était la perte de tous ses droits légaux, y compris la propriété de ses biens. Ensuite, il devenait une proie. N'importe qui pouvait le tuer sans être tenu responsable de son meurtre. Pour vous donner une idée, si un homme était accusé d'avoir trompé un client, il pouvait être déclaré homo-sacer. Dès lors, à tout moment, une personne jalouse de lui ou ayant une rancune contre lui pouvait le tuer sans conséquence. En d'autres termes, un homo-sacer était un cadavre ambulant. Numéro 17. Ils avaient des séances de vomissement régulières. Pourquoi vomit-on? Parce qu'on est malade ou qu'on a mangé quelque chose qui ne passe pas. Mais dans la Rome antique, on vomissait, volontairement et régulièrement. Le philosophe romain Sénèque a écrit « Les Romains n'avaient pas honte de vomir. Ils vomissaient pour manger et mangeaient pour vomir. » C'est sûrement l'une des choses les plus étranges que vous avez entendues aujourd'hui. Les Romains riches, vêtus de soie, mangeaient en position semi-allongée autour de tables somptueusement décorées, uniquement pour tout vomir après, et recommencer à manger. Leur obsession pour la nourriture était telle qu'ils organisaient de somptueux festins qui duraient plusieurs jours.
Pour pouvoir continuer à manger, ils avaient une technique simple: se forcer à vomir. Certains se rendaient aux toilettes pour se purger, mais d'autres vomissaient directement sur le sol ou dans des pots à vomi. Les plus riches faisaient appel à des serviteurs spécialement chargés de ramper sous la table pour nettoyer le désordre. Avouez que cette pratique, autrefois normale, semble aujourd'hui totalement répugnante. Numéro 16. Ils pratiquaient de la chirurgie cérébrale sans anesthésie. Même si vous n'êtes pas médecin, vous savez qu'une opération chirurgicale implique d'ouvrir une partie du corps pour la soigner. Vous imaginez bien la douleur que cela représente. D'où l'utilisation de l'anesthésie de nos jours. Mais devinez quoi? Les Romains pratiquaient des chirurgies, y compris cérébrales, sans anesthésie. D'abord, il faut reconnaître leur immense savoir-faire. Réaliser une opération du cerveau il y a plus de 2000 ans est impressionnant. Mais ce qui force le respect, ce sont surtout les patients. Comment ont-ils supporté une telle douleur? Les archéologues ont trouvé des crânes portant des traces de chirurgie, prouvant non seulement que l'opération avait réussi, mais aussi que les patients avaient survécu. Par exemple, en Grèce du Nord, ils ont découvert le crâne d'un jeune homme de 20 ans, datant de 800 avant. JRC montrant qu'il avait vécu au moins 20 ans après l'opération. Un autre crâne de 200 avant. JRC appartenant à un homme de 50 ans portait des traces d'une trépanation et l'analyse a montré qu'il avait survécu au moins 5 ans après l'intervention. Les scientifiques ignorent encore comment ces opérations étaient supportables sans anesthésie. Peut-être avait-il une méthode secrète. Quoi qu'il en soit, ces découvertes prouvent l'incroyable intelligence et compétence des Romains en médecine. Numéro 15. Ils jetèrent les enfants non désirés à la décharge. Qui oserait jeter un bébé parce qu'il n'en veut pas? Impensable. C'est considéré comme une cruauté abominable, et une telle personne irait sûrement en prison. Mais dans la Rome antique, jeter les bébés non désirés à la décharge était une pratique normale. À l'époque, de nombreux enfants mouraient quelques jours après leur naissance à cause d'accouchements difficiles ou de maladies. Pour cette raison, les Romains attendaient un certain temps avant de donner un nom à l'enfant, juste pour être sûr qu'il survivrait. Avant de recevoir un nom, l'enfant n'était pas considéré comme pleinement humain, et le chef de famille, connu sous le nom de pater familias, décidait du sort du nouveau-né. Dans la société romaine, le pater familias avait un contrôle absolu sur la vie du bébé et pouvait l'abandonner sans aucune conséquence légale. Les Romains abandonnaient les bébés non désirés dans la rue ou les jetaient à la décharge. Oui, ils pratiquaient l'infanticide et ne voyaient absolument rien de mal à cela. Même Romulus, le fondateur de Rome, et son frère jumeau Remus furent abandonnés par leur mère lorsqu'ils étaient bébés. Heureusement pour eux, une louve les sauva et les nourrit avant qu'ils ne soient adoptés par le berger Faustulus et sa femme, au 8e siècle avant. J.C. Romulus décréta qu'aucun enfant ne pourrait être tué avant ses 3 ans, sauf s'il était déformé. Vous essayez de comprendre cette logique? Eh bien, nous sommes deux, car comment une société pouvait-elle considérer l'infanticide comme normal? Numéro 14. Toilettes publiques et éponges. Les systèmes de toilettes de la Rome antique font partie des rares éléments qui peuvent être associés au monde moderne. Bien qu'ils n'étaient pas exactement comme ceux d'aujourd'hui, ils utilisaient des réseaux d'égouts pionniers encore reproduits dans le monde entier. Inspirés par les Étrusques, les Romains conçurent un système d'assainissement utilisant des canalisations couvertes pour évacuer les eaux pluviales et les déchets hors de Rome. Finalement, ce système d'assainissement fut reproduit dans tout l'Empire et fut déclaré par l'historien contemporain Pline l'Ancien comme étant la plus grande réalisation des Romains. Cette prouesse d'ingénierie permit l'apparition de bains publics, de toilettes et de latrines à travers Rome. Mais ce qui nous semble vraiment étrange, c'est la manière dont ils se nettoyaient après être allés aux toilettes. Il n'y avait pas de papier toilette. Vous pouvez deviner ce qui le remplaçait? Laissez-moi vous aider. Une éponge de mer fixée à un bâton. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez devoir vous essuyer avec une éponge de mer sur un bâton. Quittons vite ces toilettes et attendons que la civilisation évolue. Numéro 13. Le dentifrice était fait de miel et d'os broyés. Si l'hygiène des Romains vous inquiète après tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous devriez vous inquiéter pour vous-même, respectueusement. Une chose que ces gens ne négligeaient pas, c'était leur hygiène, et plus précisément leur hygiène bucco-dentaire.
Ils reconnaissaient l'importance d'avoir des dents saines et une haleine fraîche, et avaient donc mis au point des méthodes surprenantes pour entretenir leur dentition. Les Romains utilisaient des bâtonnets effilochés, appelés bâtons dentaires ou miswak, fabriqués à partir de bois aromatiques comme la cannelle ou l'olivier. Ils mâchaient une extrémité pour en faire une brosse qu'ils utilisaient pour nettoyer leurs dents. Quant au dentifrice, ils utilisaient diverses substances abrasives. L'une des plus courantes était un mélange d'os broyés et de coquilles d'huîtres avec de l'eau, servant d'agent abrasif pour éliminer la plaque dentaire. Certains utilisaient aussi un mélange de miel et de charbon en poudre pour polir leurs dents. Même dans le monde moderne, les dentistes recommandent l'utilisation du charbon pour blanchir les dents, ce qui prouve que c'était une bonne découverte. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est le mélange de miel, d'os broyés, de coquilles d'huîtres et de charbon. Seriez-vous tenté d'essayer? Si vous testez cette combinaison et qu'elle fonctionne, n'hésitez pas à nous en parler. Numéro 12. Les meurtriers étaient enfermés dans des sacs avec des serpents, des chiens, des coqs et des singes. La chose la plus effrayante chez les Romains anciens doit être leur méthode d'exécution. Différentes infractions entraînaient différents types de punitions. Mais dans l'histoire romaine, toutes les formes d'exécution étaient extrêmement brutales. Si cela prouve quelque chose, c'est que les humains peuvent parfois être terriblement cruels les uns envers les autres. Aucune méthode d'exécution n'est agréable, mais certaines étaient bien pires que d'autres en raison de leur durée et de leur douleur extrême. Un criminel condamné à mort à l'époque antique pouvait être étranglé, mais certains crimes étaient punis plus sévèrement. Une méthode très populaire consistait à jeter les condamnés du rocher de la Tarpéienne, une falaise de 8 mètres de haut, utilisée pour exécuter les traîtres et les meurtriers. Cependant, la plus atroce était sans doute la peine réservée au crime de parricide, le meurtre de son propre père. Cette méthode d'exécution était si horrible qu'on se demande comment les témoins n'en étaient pas traumatisés. Connue sous le nom de poena culei, la peine du sac en latin, elle consistait à enfermer le condamné dans un sac avec plusieurs animaux vivants, puis à jeter le sac à l'eau. Les animaux inclus dans le sac étaient un coq, un chien et un singe. D'une manière ou d'une autre, le condamné mourait, car ces animaux ne resteraient sûrement pas tranquilles dans cette situation. Quelle étrange façon de rendre justice. Mais pensez-vous que cette punition était justifiée compte tenu du crime? Numéro 11. Le sang des gladiateurs comme médicament. Juste au moment où vous pensiez avoir tout vu, les Romains de l'Antiquité trouvent encore le moyen de vous surprendre. La médecine romaine reposait autrefois sur des offrandes sacrificielles et des prières divines. Ils croyaient que la maladie était une affliction surnaturelle et que la santé était un don des dieux. C'est très différent de notre vision moderne, où la médecine est centrée sur les maladies et rien de spirituel. Et même leurs traitements médicaux étaient tout simplement écœurants. Pour soigner l'épilepsie, ils comptaient sur la consommation de sang ou de foie de gladiateur. Burke! Qui a bien pu faire cette découverte répugnante? Les Romains considéraient les gladiateurs comme des êtres presque surhumains, dotés de pouvoirs de guérison exceptionnels. Une fois un gladiateur tué, on ne l'enterrait pas immédiatement. Son foie et son sang étaient récupérés pour être utilisés comme remède. Je me demande comment ce médicament était administré, et j'espère seulement qu'il ne devait pas être ingéré. Quelle horreur! Numéro 10. L'urine était utilisée pour la lessive. Alors que de nos jours, nous évacuons simplement l'urine dans les canalisations, les anciens Romains avaient d'autres plans. Normalement, on s'éloigne rapidement de sa propre urine en se lavant les mains après être allé aux toilettes. Mais pas les Romains de l'Antiquité. Ils utilisaient l'urine humaine et animale dans leur vie quotidienne. Par exemple, dans l'Empire romain, il était normal d'utiliser de l'urine comme un genre de bain de bouche. Ça semble dégoûtant, non? Certainement, mais à l'époque, les gens avaient remarqué que l'urine aidait à maintenir des dents saines et solides. En fait, elle rendait même les dents plus blanches. L'urine contient de l'ammoniac, qui se forme lorsque les bactéries décomposent l'urée. L'ammoniac est utilisé dans de nombreux produits de nettoyage commerciaux, ainsi que dans divers produits pharmaceutiques. Et comme si cela ne suffisait pas, les anciens Romains utilisaient aussi l'urine pour laver certains vêtements. Et ils veillaient à ce que l'urine vieillisse avant de l'utiliser. Plus l'urine était vieille, plus elle était efficace. Ce n'était pas la seule utilisation de l'urine. Elle
servaient aussi à teindre le cuir et même comme engrais. Oui, les engrais chimiques modernes contiennent des substances similaires à celles présentes dans l'urine humaine, mais ce que nous ne trouvons pas normal, c'est l'utilisation de l'urine pour la lessive. Qui aujourd'hui garde son urine? Numéro 9. Des cerveaux au dîner. Comment parler des pratiques bizarres des anciens Romains sans mentionner leur alimentation? Ces humains avaient une grande variété de plats à savourer jusqu'à l'excès, mais un choix en particulier mérite sa place sur cette liste. Les cerveaux. Rassurez-vous, pas de cerveau humain, mais cela ne rend pas la chose plus simple ou moins dérangeante. Les Romains ne choisissaient pas n'importe quel cerveau d'animal, ils optaient pour celui de l'agneau, pur et doux. C'était un mets spécial pour leur dîner, et ils le préparaient de différentes manières. Parfois, ils le faisaient bouillir ou cuire au four, et parfois ils le cuisinaient de bien d'autres façons. Une recette d'Apicius demandait même des cerveaux d'agneau, des œufs, du poivre et des pétales de rose. Cela montre à quel point la consommation de cerveaux d'agneau était normale à l'époque. Aimeriez-vous déguster une assiette de cerveau pour le dîner? Je vais répondre à votre place. Non, merci, on va passer. Numéro 8. Dîner avec des animaux exotiques. Avant de quitter le sujet de l'alimentation romaine, voici une autre pratique étrange. Aujourd'hui, la plupart des boucheries vendent principalement du bœuf, du porc ou du poulet. Les supermarchés ajoutent parfois de la dinde ou de l'agneau. Mais dans la Rome antique, on mangeait des escargots, des pintades, des oies, des canards, des lièvres, des lapins, des faisans, des sangliers, du chevreuil et des perdrix. Ils ne s'arrêtaient de pas là et consommaient aussi des parties spécifiques de ces animaux. Parmi ces spécialités, on trouve le foie de poulet, les joues de porc, la langue de veau, la langue de flamant rose, des loirs farcis, des perroquets rôtis et des murènes. Ces animaux étaient considérés comme exotiques, mais les Romains semblaient croire que tout animal devait finir sur leur assiette. Un ancien livre de cuisine romain contient même des recettes de sauces à base de grues, de tourterelles, de flamants roses et d'autres oiseaux rares, y compris des perroquets. C'est bien triste. Numéro 7. Garum, la sauce de poisson fermentée. Nous aurions pu passer sur l'alimentation des Romains, mais celle-ci ne peut pas être ignorée. Voici le garum, une sauce de poisson fermentée. Le garum désigne plusieurs types de sauces de poisson très populaires dans la Rome antique. On peut le comparer au ketchup du monde romain. À l'origine, le garum était fabriqué avec de petits poissons comme les sardines et les maquereaux, mélangés à de la saumure et beaucoup de thym. Il n'aurait pas forcément sa place sur cette liste, mais sa méthode de préparation lui donne tout à fait le droit d'y figurer. Les poissons devaient être extrêmement frais, et il fallait ajouter suffisamment de sel pour représenter 20 à 25% du liquide obtenu à la fin. Il était indispensable de remuer le mélange 3 à 4 fois par jour et de le laisser bien tremper dans son propre liquide. Il fallait attendre environ 2 à 3 mois sous le soleil pour que la fermentation se fasse. Mais la vraie question est, pourquoi insister à ce point sur la fraîcheur du poisson alors qu'il devait ensuite macérer pendant 4 mois? Numéro 6. Ils utilisaient de l'huile parfumée au lieu du savon. Revenons maintenant à l'hygiène des anciens Romains. Vous savez déjà qu'ils y accordaient une grande importance. Mais comment faisaient-ils leur toilette en l'absence de savon? Presque quotidiennement, ils se rendaient aux thermes publics, à la fois pour des raisons sociales et pour se laver de la saleté accumulée au cours de la journée. S'ils ne pouvaient pas se rendre au bain, certains Romains enduisaient leur peau d'huiles essentielles, mélangées à de l'huile d'olive, puis les raclaient à l'aide d'un outil appelé strigile. Le savon n'existait pas encore à l'époque de l'Empire romain. Alors, comme mentionné plus haut, ils appliquaient de l'huile d'olive sur leur corps, avant de l'enlever avec un strigile, emportant ainsi toute la saleté avec elle. Cela laissait leur peau douce et hydratée. En bonus, l'huile d'olive était souvent parfumée, laissant un agréable parfum après le bain. Mais franchement, un bain sans savon, est-ce vraiment un bain? Maintenant, c'est l'heure du choix du jour des abonnés. Cette image est affreuse et vous fait vous demander ce qui se passe ici. Évidemment, d'après la liste que nous avons déjà présentée, certaines pratiques vraiment dégoûtantes étaient considérées comme normales dans l'Antiquité. Selon vous, quelle a été la pratique la plus répugnante jusqu'à présent? En connaissez-vous d'autres que nous avons oubliées? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Les excréments d'animaux étaient utilisés comme médicaments. Lorsqu'il s'agissait de soigner des blessures,
Les anciens Romains ne comptaient pas sur des compresses ou des bandages. Ils utilisaient plutôt des excréments d'animaux. Les Romains croyaient que les excréments possédaient des propriétés curatives. C'est pourquoi ils les utilisaient pour traiter diverses maladies. Cette pratique n'était pas limitée à une seule classe sociale. Qu'ils soient riches ou pauvres, tous les Romains y avaient recours. Presque tout le monde participait à la collecte des excréments d'animaux, qui étaient ensuite séchés au soleil pour préserver leurs nutriments. Une fois secs, ils étaient stockés jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires à des fins médicales. Mais ce n'est pas tout. Les excréments d'animaux étaient aussi utilisés comme source d'énergie. Les Romains les faisaient cuire et les ajoutaient à leurs boissons. Cette pratique servait prétendument à augmenter le niveau d'énergie des gens. Peu importe la quantité d'énergie qu'ils contenaient, personne aujourd'hui ne voudrait avoir affaire à des excréments d'animaux. Numéro 4. Les exécutions publiques étaient un spectacle. Nous avons déjà abordé la brutalité des exécutions humaines dans la Rome antique. Vous pourriez imaginer que ces événements provoquèrent de la tristesse chez les spectateurs, mais non. Du moins, pas pour tout le monde. Le maintien de l'ordre public était une priorité pour l'élite romaine, qui mettait en place des punitions cruelles pour les crimes jugés graves et méritant la peine de mort. Ainsi, une journée de divertissement au Colisée comprenait divers spectacles, notamment des exécutions publiques romaines, chacune plus macabre que la précédente. Le Colisée a été utilisé pendant plus de 4 siècles, et les programmes de jeux et de spectacles n'ont jamais changé. Les exécutions avaient généralement lieu à l'heure du déjeuner, un moment où les gens pouvaient assister à la mise à mort des criminels. C'était aussi l'heure des combats de gladiateurs, mais l'exécution était considérée comme plus importante, afin que tous puissent voir les conséquences du crime. Numéro 3. L'huile d'olive, le miel et la laine étaient utilisés comme contraceptifs. La contraception existe depuis très longtemps. Mais les méthodes utilisées par les anciens Romains étaient pour le moins étranges. À l'époque, c'était aux femmes de s'occuper de la contraception et non aux hommes. Une méthode naturelle consistait à allaiter pendant 2 à 3 ans, ce qui avait un effet contraceptif. Une autre méthode, plutôt insolite, consistait à ouvrir une certaine espèce d'araignée velue dotée d'une grosse tête contenant 2 petits vers. Si ces vers étaient attachés à la femme avec une lanière en cuir de cerf, elle n'aurait prétendument aucune grossesse pendant 1 an. Certaines femmes pratiquaient également des lavements au vinaigre après les rapports sexuels. Dans les maisons closes, des installations de lavage étaient toujours disponibles, car une grossesse signifiait une perte de revenus pour le propriétaire. Mais il existait aussi des méthodes barrières, comme l'application de spermicides naturels, excréments d'éléphant, huile d'olive rance mélangée à du miel, huile de myrte et plomb blanc. Certaines femmes bloquaient l'entrée de l'utérus avec un tampon de laine fine. Tout cela semble bien compliqué. Mais ces méthodes étaient-elles réellement efficaces? Numéro 2. Le blanchiment des toges avec des fumées de soufre. La toge était un vêtement très courant dans la Rome antique, porté par la population comme un habit extérieur fluide. Généralement, la toge était blanche, ce qui nécessitait un agent blanchissant pour la garder propre. Mais comment faisait-il? À Rome, des pots étaient placés dans les rues pour que les hommes puissent se soulager. Mais ce n'était pas pour des raisons d'hygiène, du moins pas comme on pourrait le penser. Ces pots étaient mis en place par les Philonicae, des blanchisseries romaines commerciales. Périodiquement, les ouvriers collectèrent leur contenu pour nettoyer les toges classiques et la laine nouvellement tissée afin d'en retirer la lanoline grasse. Mais ce n'était pas tout. L'urine contient de l'ammoniac qui, mélangé à l'eau, forme une solution alcaline efficace pour éliminer les graisses et les taches. Les vêtements étaient placés dans une cuve remplie d'urine bien vieillie, puis piétinés par des ouvriers pieds nus. Après cela, les vêtements étaient rincés à l'eau claire et parfois exposés aux fumées de soufre. En brûlant, le soufre produit du dioxyde de soufre, un agent blanchissant efficace. Numéro 1. Les phallus étaient utilisés comme porte-bonheur. Voici non seulement la dernière pratique de la liste, mais aussi la plus surprenante. Savez-vous ce qu'est un phallus? Il s'agit d'un organe reproducteur masculin en érection, souvent sculpté en statues, bijoux, bagues et autres objets symbolisant la puissance masculine. L'art romain antique était fortement imprégné de représentations sexuelles, au point que, jugées trop inappropriées par les spectateurs du XIXe siècle, certaines œuvres furent dissimulées derrière des murs en 1849. Pas étonnant que le phallus ait occupé une place importante dans l'art romain.
Il était utilisé comme porte-bonheur et talisman contre le mauvais sort. On le retrouvait sous forme de bijoux portés aussi bien par les hommes que par les femmes, qu'il intégrait à des épingles à cheveux décoratives. On en trouvait également sur des poteries et sous forme de carillons éoliens. Ces clochettes en forme de phallus étaient suspendues dans les maisons afin que le vent les fasse sonner et éloigne ainsi les esprits maléfiques. Les Romains pensaient ainsi préserver les ondes positives tout en repoussant le mal.